Et pour parler du contexte qui entoure l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, au Mali, nous sommes avec Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Elle est en direct de Paris. Bonjour Niagale Bagayoko et merci d'être avec nous dans le grand journal d'Afrique Info. Bonjour. Alors, la CEDEAO exige la tenue des élections en février 2022 au Mali. Les autorités de la transition estiment qu'il leur faut une période de maximum 5 ans pour transférer le pouvoir aux civils. Ne va-t-on pas aujourd'hui vers un, disons, durcissement des sanctions de la CEDEAO qui vise déjà certains dirigeants de la transition malienne ? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui, puisque ce qui va se jouer d'ici la fin de la semaine avec ce sommet extraordinaire de la CEDEAO qui sera consacré au Mali, c'est toute la crédibilité de la CEDEAO et de sa capacité à prendre des mesures qui puissent parvenir à faire évoluer la position des autorités maliennes actuelles. En réalité, la CEDEAO a été très impliquée dans la gestion du dossier malien d'un point de vue politique dès le début de la crise en 2013, puis ensuite à la faveur du coup d'État qui est survenu en août 2020. À cette époque-là, l'organisation ouest-africaine avait adopté des sanctions extrêmement strictes d'un point de vue économique, commercial et financier qui avaient été vécues de manière extrêmement négative par les populations qui ont estimé en avoir été les premières victimes. Est-ce que la CEDEAO peut se permettre aujourd'hui de prendre de nouveau des mesures aussi sévères dans la mesure où elle est aujourd'hui très largement remise en cause par les opinions publiques, non seulement maliennes, mais aussi ouest-africaines? C'est vraiment toute la problématique qui se pose aujourd'hui. Et Niagale Bagayoko, on va continuer de parler du chronogramme. Ce chronogramme ne fait pas grincer des dents que chez les partenaires internationaux du Mali. On a assisté aussi à une levée de boucliers au niveau d'une partie de l'opposition malienne. Selon vous, est-ce qu'il y a eu, disons, des manquements dans ces assises de la refondation qui ont fait que certains ne se retrouvent pas dans le chronogramme proposé par les autorités de la transition ? Ce qu'il est très important de rappeler, c'est que un certain nombre d'acteurs politiques très importants au Mali ont refusé de prendre part à ces assises nationales de la refondation. C'est notamment le cas de la coalition des partis politiques pour une transition réussie qui réunit des figures d'opposition importantes. C'est le cas également de l'ACMAS, de l'imam Mahmoud Dicko. Et enfin, c'est aussi le cas du cadre stratégique permanent qui désormais réunit les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015. Donc, dès le départ, la légitimité et l'inclusivité de ces assises a été remise en question par la non-participation de ces acteurs majeurs de la vie politique et sécuritaire malienne. Peut-on donc parler d'échec de ces assises qui se voulaient inclusives ? Il est trop tôt pour faire ce diagnostic. Toute la question est de savoir, au-delà du chronogramme très contesté qui a été annoncé, quelle sera la suite qui sera donnée à l'ensemble des recommandations qui ont été formulées dans le cadre de ces consultations, puisque en effet 13 chapitres ont été traités non pas seulement au niveau national mais aussi au niveau communal, au niveau des cercles, au niveau des régions, et des recommandations, des analyses en ont émergé aussi bien dans le domaine institutionnel que dans le domaine sécuritaire ou dans le domaine économique et social. Il faut savoir que avant la tenue de ces assises, deux autres conférences extrêmement inclusives qui avaient la même ambition se sont tenues. D'abord en 2017 avec la conférence nationale d'entente, puis ensuite en 2019 avec le dialogue national inclusif, et que la plupart des recommandations alors émises n'ont pas été suivies d'application.
Niagalé, on s'imagine que les événements qui se déroulent à Bamako en ce moment sont suivis avec une attention particulière à Conakry, en Guinée, où le pouvoir est également détenu par des militaires pour une période de transition dont les contours ne sont toujours pas définis. Absolument. C'est pour cela que la crédibilité, une fois encore, de l'organisation sous-régionale se pose aujourd'hui, parce que on met bien entendu à raison l'accent sur les prises de pouvoir par des autorités militaires, mais la difficulté est qu'il y a également eu des accessions au pouvoir ou des renouvellements de mandats de la part d'acteurs civils en violation des dispositions institutionnelles et constitutionnelles existantes, ce qui a contribué à réduire la légitimité et l'audience de l'organisation dans la mesure où certains ont dénoncé un deux poids, deux mesures, disant que les accessions au pouvoir illégitimes de civils n'étaient pas plus acceptables que les accessions au pouvoir illégitimes des militaires. Donc, bien entendu, la question de savoir comment cette CEDEAO des peuples qui est annoncée depuis presque 15 ans va être mise en œuvre pour répondre aux demandes des populations, de voir leurs revendications démocratiques véritablement entendues et non pas violées par des autorités, qu'elles soient civiles ou militaires, est vraiment un enjeu absolument majeur et en réalité un véritable défi pour l'avenir de la CEDEAO. Et pour revenir au cas malien, les autorités ont évoqué un délai de transition à partir de 6 mois. On peut donc, certains donc y voient un signe d'ouverture. Qu'en pensez-vous ? Je pense que entre une transition annoncée d'une durée de plus de 6 ans et 6 mois et une transition proposée, suggérée de 6 mois simplement, il va y avoir de toute façon une marge de négociation. La question, selon moi, est vraiment de savoir si la CEDEAO va choisir de maintenir de manière extrêmement stricte le délai qui avait été proposé dès le début de la transition, donc de février 2022, ou si elle va infléchir sa position. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte que la CEDEAO n'est absolument pas une organisation monolithique, qu'il y a des désaccords entre les chefs d'État qui composent la conférence de l'organisation et qu'on va certainement assister à huis clos, même si nous n'y serons pas, à des tractations entre les différentes positions qui, pour résumer les choses, vont de la position extrêmement légaliste adoptée par le Niger aujourd'hui à des positions plus flexibles comme celle du Togo ou du Sénégal. Niagalé Bagayoko, la question sécuritaire au Mali inquiète aussi. On va en profiter pour parler du groupe russe Wagner. Les autorités maliennes nient la présence de ces paramilitaires dans le pays, même si les informations rapportées cette semaine font état d'incidents imputés à ce groupe privé. Les autorités maliennes parlent d'une coopération d'État à État avec la Russie. Dans un contexte aujourd'hui marqué par le départ des forces françaises, quel regard jetez-vous sur la coopération militaire entre Bamako et Moscou? Alors, ce qui est important de préciser, comme le répète dans le cadre de campagnes de communication extrêmement volontaires, comme le répètent les autorités françaises, la France ne quitte pas le Sahel, ne quitte pas le Mali. Et c'est ce qui a été d'ailleurs étonnant. Elle parle de redéploiement. Elle parle d'un redéploiement, mais dans le communiqué relatif justement à l'arrivée de cette société Wagner qui a été publié le 23 décembre, les partenaires européens de la France et la France elle-même réaffirment qu'en dépit de l'arrivée de cette compagnie de sécurité privée, elles resteront au Sahel, ce qui va à l'encontre des lignes rouges très strictes qui avaient été fixées par la France, notamment avec une grande véhémence. Aujourd'hui,
la question qui se pose n'est pas celle de la présence russe qui est avérée et qui, par ailleurs, est ancienne. C'est véritablement de savoir dans quel cadre légal va intervenir cette coopération entre le Mali, d'une part, enfin l'État malien et l'État russe, et de quelle manière ces accords seront mis en œuvre par l'État russe dans le cadre d'une sous-traitance ou non à une société dont le statut légal est extrêmement problématique et flou. Niagale Bakayoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions.